Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence, donc les 999 vies d'Albator. L'idée de cette conférence, c'était de faire un petit voyage dans l'œuvre de Matsumoto Leiji, au travers de celui qui est sans doute son personnage le plus connu, en tout cas en France, qui est le capitaine Albator. Évidemment, Matsumoto, voilà, c'est 70 ans de carrière, c'est une œuvre absolument monumentale, donc on ne verra qu'un petit bout de cette œuvre dans cette conférence, mais j'espère que ça vous donnera envie d'en savoir plus et que, comme moi, vous croiserez les doigts pour que d'autres mangas de Matsumoto soient traduits et publiés en français. On en a quelques-uns chez Kana déjà, chez Black Box et ainsi de suite. Mais malheureusement, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, puisque, comme je disais, voilà, Matsumoto, c'est une œuvre absolument immense et assez vertigineuse. Alors, on va commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est bon, vous voyez, très bien, parfait, merci la régie. Donc moi je suis Julien Pirou. Ceux qui me connaissent probablement pour une petite chaîne qui s'appelait No Life, sur laquelle j'ai animé des émissions geek pendant presque 11 ans. J'ai aussi fait des émissions pour Gamecult et écrit dans un magazine de jeux vidéo qui s'appelait IG Magazine. Mais si je suis ici ce soir, c'est surtout pour un site internet que j'ai lancé en 2004. Donc là, vous voyez la bannière, c'était la bannière du 15e anniversaire. Mais ça sera le 20e anniversaire l'année prochaine. C'est assez, ça aussi, c'est un peu vertigineux quand j'y pense. Donc mon site qui s'appelle Triple 9 et sur lequel j'ai chroniqué, on va dire, mes découvertes de l'œuvre de Matsumoto, comme beaucoup. Je le connaissais pour Albator et j'ai eu envie d'en savoir plus sur ce qu'il avait pu dessiner en dehors d'Albator. Et voilà, 20 ans après, j'en découvre encore. Matsumoto Leiji, c'est une petite biographie, en tout cas jusqu'à l'arrivée de ses œuvres les plus connues, Albator et Galaxy Express 999. Matsumoto est né en 1938 à Kyushu. Alors, Kyushu, c'est une des îles situées au sud du Japon. Leiji, c'est pas son nom de naissance. Ses parents l'ont prénommé Akira. Il a changé de nom bien plus tard. Il est d'abord, il se lance dans le manga assez tôt. Il fonde avec d'autres camarades de classe un club d'études du manga de Kitakyushu. Et en 1953, il remporte un concours qui lui permet d'avoir son premier manga publié dans un magazine avec une histoire qui s'appelle Mitsubachi no Boken, les aventures d'une abeille. Très inspiré de Maya l'abeille, qui était un de ses livres emblématiques, enfin un de ses livres cultes de son enfance. L'un des jurys de ce concours est un certain Tezuka Osamu, qui déjà à l'époque est un auteur très, très populaire, très apprécié. Et quelques années plus tard, Tezuka se rend à Kyushu, rencontre les membres du fameux club d'études du manga et va un peu les tester, on va dire, le temps d'un week-end, leur faire dessiner des planches, voir un petit peu ce qu'ils valent. Et au terme de cette visite, il dit à Matsumoto, écoute, tu as l'étoffe pour devenir un mangaka professionnel, mais pour ça, il faut que tu montes à Tokyo. Donc à la fin des années 50, Matsumoto monte à Tokyo et pendant 10 ans à peu près, eh bien, il a beaucoup de mal en fait à percer dans... il aimerait bien dessiner des histoires pour garçons, des mangas shonen, des histoires de science-fiction, des récits d'action, d'aventure, mais le marché est complètement bouché à ce moment-là. Il y a trop de mangaka qui débutent et pas assez de magazines pour les publier tous, en tout cas pour le shonen en particulier. Donc Matsumoto, comme d'autres, va trouver
sa petite niche pour se lancer dans les mangas shoujo, donc les mangas destinés aux jeunes filles. Et pendant 10 ans, il va surtout dessiner des mangas shoujo. Très vite, il va plutôt se spécialiser d'ailleurs dans des histoires de petits animaux mignons, plutôt que les histoires de mettant en scène des petites filles. De son propre aveu, il n'est pas très à l'aise, il ne sait pas trop comment raconter ça. Et donc il va assez vite voilà, plutôt se spécialiser dans les histoires d'animaux, façon un peu l'incroyable voyage, qui vient à ce moment-là d'être traduit en japonais, le roman, qui a inspiré bien sûr des films que certains d'entre vous ont peut-être vus. Voilà, des histoires d'animaux qui partent à l'aventure et qui vont traverser la moitié du pays pour retrouver leur maître. Voilà, ça, il sait faire, il va en faire pas mal. Mais il a quand même cette envie de dessiner autre chose, de dessiner des histoires d'aventure, de science-fiction. En 65, pour justement embrasser, on va dire, cette nouvelle identité, cette envie de réinventer déjà sa carrière, il va adopter un nouveau nom, qui est donc Leiji. Alors, il y a plein de traductions possibles de Leiji. Une qui revient souvent, c'est Samouraï de l'infini. Lei, c'est le zéro, mais c'est aussi du coup la boucle de l'infini qu'il va vraiment en faire un symbole, on va dire, dans son œuvre. Et en 68, enfin, il a son breakthrough, comme on dit, il a son occasion de percer dans autre chose que le shoujo, avec deux titres la même année. D'un côté, un manga pour adultes qui s'appelle Sexaroid. Donc c'est à ce moment-là vraiment un manga très inspiré de Barbarella, la bande dessinée française de Jean-Claude Forest. Et voilà des histoires, une androïde sexy qui a des aventures dans un milieu d'espionnage, de science-fiction. Et donc ça tranche vraiment avec ce qu'il a fait jusqu'à maintenant dans le shoujo. Un autre manga qui là est plus destiné à un jeune public qui s'appelle Kosoku Esper, qui est un personnage créé par un autre mangaka qui a souhaité ne pas continuer les aventures, et donc Matsumoto a l'opportunité de se dire bah moi je vais le reprendre ce personnage puisqu'il y a une demande de l'éditeur, et c'est comme ça qu'il va entre guillemets ouvrir cette porte du shonen qui lui restait fermée globalement jusque-là. Il avait quand même fait des petites choses comme ce Marine Super 99 qu'on connaît en France pour la série animée, mais voilà, ça lui avait jamais vraiment permis de décoller, Kosoku Esper, ça va être vraiment le déclic. En 71, il est choisi parmi d'autres, mais pour illustrer des classiques de la science-fiction qui sont alors traduits en japonais, notamment les œuvres de Catherine Lucille Moore. On va y revenir parce que c'est un moment assez important dans sa carrière, dans le développement, on va dire, de son univers. À côté de ça, il rajoute une corde à son arc en commençant à dessiner des mangas plus, on va dire, de la satire sociale, de, voilà, du contemporain, où il explore un petit peu ce que c'est que de vivre au Japon finalement, et il lance une série voilà, qui s'appelle Otoko Oidon, donc une série qui est inédite en France, sur les atermoiements d'un jeune japonais débarqué à Tokyo depuis Kyushu, et qui se retrouve à vivre dans une pension de famille un peu miteuse, voilà, et c'est très inspiré de sa propre expérience quand il est arrivé effectivement à la fin des années 50 à Tokyo. Et ça va lui valoir de gagner le prix culturel Kodansha. C'est une grosse reconnaissance pour lui, et ça va mettre un petit peu son nom à partir de ce moment-là il va vraiment commencer à avoir entre guillemets des fans, des gens qui le suivent, non pas juste parce qu'ils aiment ses mangas, mais parce qu'il est un auteur à suivre. Ce qui va lui ouvrir d'autres portes. En 1974, il rejoint un projet de série animée qui est Uchu Senkan Yamato, Yamato le cuirassé de l'espace, dont il va assurer la direction artistique et progressivement s'impliquer de plus en plus dans tout un tas d'aspects du projet, l'écriture, la réalisation, enfin il va toucher un petit peu à tout. Et ça lui permet d'ouvrir la porte en fait de l'animation, qui est quelque chose qu'il a très envie de faire également. Et à partir de là, on entre dans une espèce d'âge d'or de Matsumoto, où il devient un peu omniprésent à la télévision, et notamment en 77. Il a deux mangas, Uchukaizoku Captain Harlock, donc Albator, et Galaxy Express 999, Ginga Tetsudo 39 en japonais, qui vont être très rapidement adaptés en 78 en série animée. Et puis la suite, bon bah voilà, on la connaît, puisque à partir de là,
vont suivre tout un tas d'autres séries qui auront un certain succès jusqu'au milieu des années 80 où après la mode va un peu retomber. Voilà, on sait que l'animation, le manga, c'est aussi des effets de mode qui durent un certain temps et puis qui ensuite changent. En ce moment, par exemple, c'est les isekai et autres choses comme ça. À une époque, c'était le Lageverse qui était un peu omniprésent. Et voilà, cette mode finit par retomber. Matsumoto disparaît un peu des écrans et puis il va revenir progressivement à la fin des années 90, au début des années 2000, avec des séries comme Cosmo Warrior Zero ou Gun Frontier et des projets plus ambitieux, plus marquants, notamment Interstellar 4-5, donc Interstellar 5555, le film avec les Daft Punk. Mais ceci est une autre histoire, comme on dit. Dans cette conférence, on va plutôt parler surtout d'Albator. Et Albator, donc en japonais, c'est Captain Harlock ou parfois Captain Airlock. Les Japonais eux-mêmes changent souvent d'avis sur la question. Voilà, deux éditions du même manga, hein, le manga de 77. Il y en a une où c'est Captain Harlock, il y en a une où c'est Captain Airlock. C'est pourtant le même manga. J'ai tendance à préférer personnellement Harlock parce que déjà ça correspond davantage à ce qu'on entend en japonais, Haroku. Et puis quand Matsumoto lui-même, de sa propre plume, on va dire, écrit le nom, voilà, c'est un exemple dans une histoire dont on va reparler, qui s'appelle Stanley no Majo, il écrit ça plutôt Harlock a priori. Alors je suis sûr qu'en cherchant bien, on peut trouver un manga où Matsumoto écrit Airlock, hein, parce qu'il n'est pas le dernier à parfois changer d'avis ou se contredire. En tout cas, voilà, j'ai tendance à plutôt dire Harlock. Nous, Harlock, Albator, on le découvre en janvier 1980 avec une série, Albator, le corsaire de l'espace, donc Uchu Kaizoku Captain Harlock en japonais. C'est la série qui est surnommée Albator 78 parce qu'elle a été diffusée au Japon de 78 à 79. En France, on n'a eu qu'une partie des épisodes. Les 3 derniers épisodes n'ont pas été diffusés à la télévision à l'époque pour d'obscures raisons. Et il faudra attendre la fin des années 90, les débuts des années 2000 pour vraiment découvrir la série dans son intégralité. Et maintenant, il existe même des éditions DVD où on a vraiment la série complète avec la bande-son japonaise, avec les voix japonaises, sans les censures. Mais ça a pris 30 ans. Voilà. Même un peu plus d'ailleurs, 40 ans. Cette série, donc, c'est une série animée qui est l'adaptation étendue, j'ai envie de dire, d'un manga, du manga de 77. Donc voilà, donc vous voyez l'édition japonaise et l'édition française chez Kana. L'édition française, c'est Capitaine Albator, le pirate de l'espace, qui correspond beaucoup plus au titre japonais, dans le sens où un corsaire et un pirate, c'est pas tout à fait la même chose, et Albator, c'est vraiment un pirate. Le manga publié de janvier 77 à septembre 79 au Japon, qui a été enfin traduit en français en 2002-2003 par Kana. Ce personnage d'Albator, c'est un personnage que Matsumoto développe, nourrit d'une certaine manière depuis un certain temps. Il y a un petit manga dessiné par Shimazaki Yuzuru qui a été publié en 2016 dans un MOOC dédié à l'œuvre de Matsumoto, qui s'appelle La naissance du capitaine Harlock, et qui, on va dire, met en image des anecdotes que Matsumoto lui-même a souvent racontées sur la création d'Albator. Voilà, on sait que Matsumoto, enfant, voit un jour un film, voilà, un film d'actualité sur ce qui se passe pendant la guerre, sur différents fronts, et il lui semble entendre le mot, un mot en tout cas, qui ressemble à Harlock. Et à partir de ce moment-là, il va en faire une espèce de mantra quand il marche. Voilà, il rythme ses pas en revenant de l'école en disant Harloku, Harloku, et ça va lui rester comme ça. C'est bien plus tard qu'il va découvrir que Harlock, en fait, c'est un vrai nom, et notamment un nom allemand. Et voilà, lui pensait que ça voulait rien dire, c'était juste une espèce voilà, de combinaison de sons. Quand il devient mangaka, il commence à utiliser le mot Harlock dans des histoires, notamment en faire une espèce de cri de guerre, un cri de ralliement pour des pirates justement.
J'ai pas trouvé précisément la planche qu'on le voit dessiner ici dans le manga, j'ai pas trouvé précisément d'où elle est tirée, mais il a dessiné quantité de mangas qui ont été soit auto-publiés, soit n'ont jamais été publiés du tout, donc probablement dans un de ses mangas. Et, euh, et il va aussi s'inspirer bien d'un de ses amis du lycée, qui, voilà, de la manière dont il le décrit, était grand, beau gosse et très apprécié de la gent féminine, là où Matsumoto lui était petit à lunettes, voilà, et un peu nerd. Mais ils étaient inséparables, ils étaient les meilleurs amis du monde, et c'est, dit la légende. Il y a beaucoup de légendes avec Matsumoto, il faut le savoir. C'est de là qu'est venue l'idée du duo qui est formé par Harlock et Toshiro, même si, comme on va le voir, l'ami binoclard d'Albator n'a pas toujours été Toshiro. Ça a changé un peu au fil du temps. Un des premiers prototypes d'Harlock, en tout cas l'un des premiers protagonistes pirates de Matsumoto, apparaît dès 1953 dans un récit auto-publié qu'on a la chance, il existe une version française qui a été publiée en petit tirage avec l'accord de Matsumoto lui-même par l'association culturelle Leiji Matsumoto, qui est une association italienne qui en fait a eu les droits pour sortir ce récit en italien et a demandé, comme ils étaient présents à Japan Expo en 2019, s'ils pouvaient aussi faire une version française pour Japan Expo. Donc voilà, il y a eu un tirage qui est sorti en français. Et dans ce récit, on a un personnage qui s'appelle Kingston. Kingston, c'est une ville dans les Caraïbes. Et qui ressemble beaucoup à Errol Flynn. Matsumoto dit lui-même qu'il adorait les films avec Errol Flynn et que c'est de là qu'est venue, on va dire, l'apparence du personnage. Mais déjà à l'époque, on retrouve un drapeau pirate qui finalement, c'est déjà un peu celui d'Albator. Alors c'est bien sûr un Jolly Roger assez classique, mais même la manière dont il est dessiné, dans la manière dont il est représenté, finalement n'a pas beaucoup évolué par rapport à celui de Harlock. Un petit détail amusant au sujet de ce récit, donc Chroniques aventureuses, Bokenki en japonais, Matsumoto va le revisiter bien des années plus tard, enfin en tout cas va lui faire un clin d'œil appuyé, disons. En 75, il publie une histoire courte qui s'appelle Emeraldas. C'est la première apparition du personnage d'Emeraldas, la femme pirate, qui va devenir, on va dire, le troisième pilier du groupe formé par Harlock, Toshiro et donc Emeraldas. Et quand il fait ce récit, eh bien, en fait, on y retrouve Harlock, mais dont l'apparence toute blanc avec un crâne noir est directement une référence à Kingston de Bokenki. Et surtout, une carte au trésor qui là aussi est un clin d'œil à celle qui apparaissait dans Bokenki, y compris avec des noms qui sont tous des jeux de mots assez tirés par les cheveux sur les différentes régions de cette carte. En 68, dans un petit récit qui s'appelle Tomin Waxei, la planète de l'hibernation, Matsumoto met en scène un personnage, un héros, qui s'appelle Harlock. C'est la première version d'un personnage qui s'appelle directement Harlock que j'ai pu trouver. Peut-être qu'il y en a eu d'autres auparavant. En tout cas, voilà, en 68, on a Phantom Harlock, qui n'est pas un pirate encore, c'est un aventurier de l'espace qui voyage avec son ami qui s'appelle Mori. Donc voilà, je disais, ça n'a pas tout de suite été Toshiro, mais c'est déjà cet archétype du petit gars à lunettes qui contraste avec Harlock, héros à la mèche. Voilà, il a encore ses deux yeux à ce moment-là, mais il a déjà des petits problèmes capillaires qui font qu'il ne peut en utiliser qu'un seul. Après cette première apparition, d'autres personnages nommés Harlock vont aussi apparaître dans ses œuvres. Dans Kosoku Esper, justement, qu'il commence en 68, à un moment donné, alors Kosoku Esper affronte tout un tas de méchants d'opérette, dont le Docteur Harlock, qui est ce vil personnage qu'on voit ici à gauche. Et dans un autre récit l'année suivante, Pilote 262,
on a un pilote, voilà, un pilote allemand de la Luftwaffe qui s'appelle Walter von Harlock, qui voilà, est une autre étape vers le capitaine Harlock qu'on connaît aujourd'hui. Une étape très très importante, ça va être en 1970, où là, pour la première fois, Harlock devient pirate de l'espace. C'est Daikaizoku Captain Harlock, capitaine Harlock, le grand pirate. Il s'appelle Phantomont Harlock et il a plein de caractéristiques qui commencent à se mettre en place. Par exemple, il a un vaisseau qui s'appelle le Death Shadow. Alors, c'est pas encore le Death Shadow, l'ombre de la mort qu'on verra dans d'autres séries, mais voilà, le nom apparaît pour la première fois à ce moment-là. Et petite chose intéressante, c'est que ce Harlock n'est pas un héros, c'est un personnage assez sombre, assez tourmenté, c'est un criminel. Il est obsédé par la vengeance sur ceux qui lui ont fait du tort. Et il cherche un successeur qui pourra en fait devenir à son tour le nouveau capitaine Harlock. Et en fait, ce récit un peu fondateur, ça a été une des grandes inspirations du film en images de synthèse de 2013. C'est pour ça que c'est un film qui est un peu perturbant parce que c'est pas vraiment le Harlock, le Albator de la série de 78 ou celle de 82. C'est un Harlock plus sombre, assez négatif finalement dans sa personnalité, mais finalement on y retrouve en fait plein d'éléments qui viennent de Daikaizoku Captain Harlock. Et je pense que les scénaristes ont peut-être remonté un peu trop loin et du coup ont un peu perdu ceux qui connaissaient le Harlock plus récent. En 72, le duo Harlock-Toshiro est fondé véritablement dans un manga qui est un manga de western, qui est Gun Frontier. Un manga qui est assez particulier, c'est publié dans une revue pour adultes avec un cahier des charges qui est assez précis, voilà, de la violence, du sexe, et puis le public c'est les hommes, les vrais. Donc bon, lire aujourd'hui, ça pique parfois un peu. Mais en tout cas, c'est l'apparition, on va dire, de Harlock et Toshiro comme duo complémentaire. L'apparence de Toshiro, d'ailleurs, va rester vraiment ce desperado miniature, on va dire, avec son poncho et son chapeau criblé de balles. Qu'on soit dans l'espace ou ailleurs, Toshiro, lui, ne va quasiment plus bouger. Harlock, lui, au moins change un peu de costume de temps en temps. Et puis, on a un troisième personnage qui apparaît, qui s'appelle Shinonora, qui est une femme mystérieuse qui va voyager avec les deux larrons, qui est pas du tout Emeraldas en termes de personnalité, mais on va dire que c'est l'apparition de la nécessité de contrebalancer Harlock et Toshiro par un personnage féminin. On voit ça apparaître avec Gun Frontier. En 71, je l'avais écrit vite fait dans la petite biographie au début, Matsumoto est choisi donc pour illustrer des histoires de science-fiction d'auteurs occidentaux qui n'avaient pas encore été traduits en japonais. Et notamment, il va illustrer les aventures d'un personnage qui s'appelle Northwest Smith. Et il va illustrer ses aventures de 1971 à 1973. Donc à un moment un peu charnière où Matsumoto est vraiment en train son univers est en train d'émerger, des choses disparates qui étaient déjà là auparavant vont vraiment se mettre ensemble pour fonder le Leijiverse entre guillemets tel qu'on le connaît. Et son travail sur Northwest Smith, ça va être vraiment déterminant pour la suite de son œuvre. Alors Northwest Smith, c'est un personnage qui a été créé dans les années 30 par cette dame, Catherine Lucille Moore. C'est une des grandes dames de la science-fiction, aujourd'hui un petit peu oubliée, mais qui faisait partie du même cercle d'auteurs que Robert Howard, l'auteur de Conan et Lovecraft, et qui est considérée comme une des premières grandes autrices de science-fiction.
Et elle a créé ce personnage, Northwest Smith, qui est un baroudeur, contrebandier, qui explore l'univers dans son vaisseau, avec son ami fidèle Yarol, qui est un Vénusien un peu à la moralité un petit peu douteuse. Et il leur arrive tout un tas de péripéties, souvent représentées par des femmes étranges, des femmes extraterrestres aussi belles que dangereuses. Et Northwest Smith est on va dire la fondation, l'origine, le précurseur de l'archétype de personnage dont l'incarnation la plus connue est sans doute Solo. C'est que George Lucas aimait beaucoup tout ce qui était récits pulp de cette époque, les Flash Gordon et compagnie, et clairement Northwest Smith, c'est l'inspiration de Han Solo, ou plus récemment, le capitaine Reynolds dans Firefly est aussi clairement un héritier, en tout cas, de Northwest Smith. Et donc, bah, sans surprise, le Harlock, l'Albator tel qu'on le connaît aujourd'hui, est lui aussi un héritier de Northwest Smith, pour la simple et bonne raison que Matsumoto a illustré les aventures du personnage. Voilà, quelques illustrations tirées, réalisées par Matsumoto pour Northwest Smith, et on peut voir que voilà, c'est déjà un peu Albator qui apparaît, en tout cas le Albator qu'on connaît. Son pistolet notamment, c'est le Cosmo Dragoon, à peu de choses près que Albator aura à la ceinture. Et d'ailleurs, Catherine Lucille Moore a créé un autre personnage, là pour de la fantasy, qui s'appelle Jirel de Joiry, considérée comme la première héroïne de fantasy de la littérature. Voilà, dans une France médiévale fantastique fantasmée, Jirel, c'est une guerrière rousse indomptable, au caractère bien trempé. Voilà. Et Matsumoto va aussi illustrer les aventures de Jirel. Voilà, donc ça c'est Jirel par Matsumoto. Il illustre ces aventures-là en 1974. En 1975, il invente le personnage d'Emeraldas, une grande rousse au caractère bien trempé, indomptable, tout ça, tout ça. Donc voilà, clairement, que ça soit le fait d'illustrer Northwest Smith ou le fait d'illustrer Jirel, c'est des choses qui vont donner envie à Matsumoto de s'en inspirer pour créer de son côté aussi des personnages dans cette veine-là. En 1974, Matsumoto est aussi choisi pour assurer la direction artistique d'un projet qui s'appelle Uchiu Senkan Yamato. C'est un projet qui est en gestation depuis un certain temps, qui a été esquissé, enfin en tout cas mis en place par un producteur, Nishizaki Yoshinobu, qui n'arrive pas à le vendre. Personne n'en veut, et il se dit bah, je vais demander à un mangaka un petit peu dans le vent de venir se greffer au projet pour dessiner les personnages et tout ça. Et donc il s'adresse à Matsumoto, et en fait Matsumoto va tellement s'impliquer dans le projet qu'il va aussi remanier un certain nombre de choses dans le pitch, rajouter des nouvelles idées, des nouveaux personnages. Enfin, ça devient par la suite un grand point de conflit entre Nishizaki et Matsumoto, savoir qui est le père de Yamato, dans le sens où Matsumoto a tellement apporté au projet que lui a le sentiment que Yamato tel qu'on le connaît, c'est surtout des choses qui viennent de lui. Et là où Nishizaki, bien sûr, dit bah non, c'est un projet que j'ai essayé de monter 2 ans avant que tu arrives dessus, donc. Mais voilà, ça va devenir un gros point de conflit par la suite. Et Matsumoto est tellement impliqué dans le projet qu'il a tout un arc prévu qu'il veut mettre dans la série où serait apparu un certain capitaine Harlock, dont on aurait découvert à la fin que c'est en fait le frère du héros, Mamoru Kodai, qu'on pensait mort pendant la bataille de Pluton, et qui en réalité a juste été très gravement blessé et aide les héros secrètement en tant que capitaine Harlock, le pirate de l'espace. Comme la série malheureusement ne fonctionne pas, elle est raccourcie.
et tout cet arc avec le capitaine Harlock ne verra jamais le jour, en tout cas en animation. Donc Matsumoto, qui en parallèle dessine une adaptation de Yamato en gros, qui accompagne la diffusion des épisodes, va mettre Harlock dans cette adaptation en manga. Il en profite. Donc on retrouve un vaisseau qui s'appelle le Death Shadow et le capitaine Harlock, mais par contre, peut-être parce qu'il sent que ce personnage, il ferait mieux de le garder entre guillemets pour lui. Le capitaine Harlock ne révèle jamais son visage dans cette apparition en 74. Il reste ce personnage un peu belphégorien dans l'apparence, caché sous cette espèce de manteau noir. Dès l'année suivante, il va mettre un peu Harlock, Albator au premier plan dans un manga qui s'appelle Diver Zero. Alors là, j'ai fait une petite erreur dans ma slide puisque je me suis rendu compte par la suite que Yataran, donc un personnage qui est le capitaine en second de Harlock, un petit bonhomme avec un bandana, des grosses lunettes, qui adore les maquettes, et qui était basé sur son assistant Shintani Kaoru, en fait est déjà apparu dans l'histoire courte Emeraldas que je mentionnais un peu plus tôt. Donc voilà, mais par contre, c'est bien Diver Zero, c'est bien la première apparition de mi-mai. Donc on peut dire qu'au moins dans Diver Zero, c'est le moment où l'équipage d'Albator prend forme. Son vaisseau, c'est toujours le Death Shadow, et dans cette histoire, Harlock a plutôt un rôle de mentor. Le héros, c'est donc Diver Zero, qui est un jeune androïde qui a plutôt une dent contre les humains, parce que les humains sont pas très sympas, et qui est un révolté. Et en gros, Harlock va un petit peu le prendre sous son aile et lui dire c'est bien d'être révolté, mais c'est bien plutôt soit révolté sous mon drapeau, le drapeau à tête de mort. Donc voilà, Harlock prend un peu du galon dans cette histoire, et même s'il n'est pas le héros de la série, il apparaît tout du long du récit. En 76, Matsumoto se dit ce personnage, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en fasse une série d'animation. Et donc il dessine une sorte de pilote pour une éventuelle série centrée sur Harlock. Et peut-être, voilà, il y a un petit côté un petit peu insolent de Matsumoto à ce moment-là, puisque ce récit, il va l'appeler Uchu Senkan Death Shadow. Donc c'est exactement le même titre que Uchu Senkan Yamato, mais on remplace Yamato par Death Shadow. Death Shadow, le cuirassé de l'espace, en 76. Et dans ce récit, Harlock et son équipage affrontent un peuple de femmes extraterrestres. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le pilote du manga Albator qu'on connaît. Ce récit, pour ceux qui sont curieux, il est inclus dans un recueil paru chez Kana qui s'appelle 24 histoires d'un temps lointain. Voilà, c'est une des 24 histoires de ce recueil. Ou d'ailleurs, d'autres versions, d'autres prototypes d'Albator apparaissent ici et là tout au long de l'année 76. On sent que Matsumoto essaie un peu de placer ce personnage, de mieux définir qui il est, parce qu'il a des plans pour lui dans l'avenir. Et donc en 77, on revient à ce qu'on voyait au début, c'est la publication de Uchu Kaizoku Captain Harlock, Capitaine Albator, le pirate de l'espace, parce que Matsumoto est allé voir des studios, notamment la Toei, qui sont pas loin de chez lui, avec qui il a une très bonne relation, et pour essayer un petit peu de leur dire, voilà, Death Shadow, le cuirassé de l'espace, ça vous dit pas d'en faire une série? Et en gros, la Toei lui dit, c'est sympa, mais est-ce que ça tiendra, on va dire, sur une vraie durée de diffusion? Est-ce que tu as une vraie histoire, entre guillemets, à raconter? Donc Matsumoto lance ce manga aussi pour démontrer qu'il a possibilité de faire un récit beaucoup plus long qui pourra être ensuite adapté en série. Ce qui va du coup être le cas, puisqu'en 78, la série le manga devient une série animée, et sur laquelle, bien sûr, les scénaristes de la Toei et le réalisateur Rintaro vont aussi apporter beaucoup de choses. D'ailleurs, tant et si bien que à un moment donné, Matsumoto, qui ne manque pas de projets à cette époque, il est un peu sur tous les fronts,
Il a aussi lancé Galaxy Express 999 qui fonctionne très bien. À un moment donné, il arrête le manga Harlock un peu avec une fin un peu en queue de poisson, en mettant fin de la première partie. Peut-être qu'à ce moment-là, il se dit je vais y revenir plus tard quand j'aurai le temps, ce qui n'est jamais arrivé au final. Mais parce que la série, entre guillemets, a repris le flambeau à ce moment-là, et l'histoire d'Harlock, elle est à la télé, ce qui avait toujours été l'envie de Matsumoto en réalité. La Toei a beaucoup de succès avec Albator, elle a beaucoup de succès avec Galaxy Express, et elle a envie de faire un film d'animation, parce que il y a un film de Yamato, Saraba Uchu Senkan Yamato, Ai no Senshitachi, qui est sorti en 78 et a été un énorme carton dans les salles de cinéma. La Toei est sous-traitant enfin prestataire sur ce film. Elle a réalisé l'animation, mais c'est vraiment la société de Nishizaki qui engrange les bénéfices du film. Donc la Toei est un peu frustrée et se dit on aurait mieux fait de faire notre propre film, ou en tout cas à l'avenir il faut qu'on fasse nos propres films. Et du coup décide de monter un projet autour de l'univers de Matsumoto, parce qu'à ce moment-là ils ont deux séries animées qui fonctionnent bien, donc Albator et Galaxy Express. Et après avoir beaucoup hésité, est-ce qu'on fait un film de Albator ou est-ce qu'on va faire un film de Galaxy Express, ils se disent en fait Albator là c'est en train de se terminer, on arrive au bout de la série. Galaxy Express par contre ça va encore durer un certain temps, donc entre guillemets il y a un momentum autour de cette série qu'il faut exploiter, mais on va être malin, en fait on va faire le film de Galaxy Express, mais dans ce film il y aura Albator. Alors dans le manga de Matsumoto, parce que Matsumoto pour lui tout ça participe à un seul et même univers finalement. Donc il y a des mentions, il y a Albator dans son manga qui s'arrête dans un saloon et qui dit ah, est-ce que Metal et Tetsulo sont passés récemment et dans Galaxy Express, il y a aussi des clins d'œil aux personnages et à l'univers d'Albator. Mais là, avec ce film, on a vraiment Albator qui fait une apparition remarquée, notamment avec un nouveau vaisseau, un vaisseau vert. Alors, l'histoire est connue, mais en réalité, c'est juste Bandai qui, à ce moment-là, veut pouvoir vendre ses propres maquettes et que les gens n'achètent pas par accident le vaisseau bleu de la série 78, dont les produits dérivés sont pardon, c'est difficile à dire, sont chez Takara, donc le concurrent. Et donc, ils vont demander à ce que Albator ait un nouveau vaisseau pour le film Galaxy Express, comme ça, les gens achèteront plutôt leurs jouets à eux. Et donc c'est Matsumoto par la suite va un peu s'arracher les cheveux pour essayer d'expliquer pourquoi il y a plusieurs vaisseaux. Mais l'explication, elle est purement pécuniaire en réalité, c'est juste pour vendre des produits dérivés. Mais en tout cas, l'apparition d'Albator est remarquée. Il a son équipage de la série 78, qu'on reconnaît bien, et puis il arrive au moment opportun pour venir au secours du jeune Tetsuro, le héros de Galaxy Express, et dans la bataille finale d'ailleurs avec Emeraldas également. Donc voilà, le pari réussi pour Toei. Mais du coup, au Japon, paradoxalement, à partir de ce moment-là, Albator va plutôt être considéré comme un personnage de Galaxy Express, plutôt que, comme il peut l'être en France, un monument à lui seul. Alors bien sûr, c'est un personnage qui reste apprécié, mais qui est plus considéré comme faisant partie, on va dire, de l'univers de Galaxy Express. En 81, le film Galaxy Express ayant super bien marché au cinéma, c'est un gros carton. Du coup, la Toei remet le couvert avec un deuxième film, Adieu Galaxy Express 999, Terminus Andromède. Et à nouveau, Albator apparaît avec son équipage, même si on les voit quasiment pas ce coup-ci, à part mimer un petit peu. Et puis l'Arcadia arrive au moment opportun pour venir au secours de Tetsuro. Là, Albator commence vraiment à être traité. Autant dans le premier film, il avait un petit peu quand même de. Il était teasé en début de film, on entendait parler de lui. Tetsuro rencontre d'abord Toshiro, Emeraldas, et puis finalement Albator arrive. Enfin voilà, et c'est quand même un peu amené. Autant dans Radio Galaxy Express, c'est du pur Deus Ex Machina. Au moment où Tetsuro est en danger, l'Arcadia arrive comme par magie pour lui venir en aide. Bon. Le film est quand même chouette. Hein. Il y a en tout cas, sur le plan visuel, il y a vraiment de très belles séquences. L'histoire est un peu plus faible que celle du premier. Et puis, du coup, fort de ces apparitions successives, la Toei se dit on va
faire un nouveau film, et cette fois-ci, ça sera 100% sur Albator. Et donc ce film, c'est Waga Seishun no Arcadia, l'Arcadia de ma jeunesse, ce qui sort dans les salles au Japon en 1982. Donc quand j'ai préparé cette présentation, il y avait des discussions pour peut-être, qui sait, pouvoir diffuser ce film également ici à Jonetsu. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais du coup, vous allez savoir plein de choses sur ce film, même si voilà, la diffusion, il n'y aura pas de diffusion derrière. Quand la Toei met en chantier ce film, ils ont un petit souci parce que autant le manga Galaxy Express continuait à être dessiné par Matsumoto, il ne l'avait pas encore fini au moment du film Adieu. Du coup, il y avait encore de la matière dans laquelle piocher, et puis voilà, Galaxy Express, de toute façon, tant que le train circule, il y a des histoires à raconter. Harlock, bon, il y a un manga, mais que Matsumoto n'a pas terminé. Il n'a pas dessiné d'autres mangas mettant en scène Harlock. Et du coup, la Toei se retrouve un peu... bon, on va faire un film sur Albator, mais du coup, on raconte quoi dans ce film? Parce qu'il n'y a pas d'autres mangas, en fait, centrés sur le personnage. Mais il se trouve qu'en 1980, et en 81 également, Matsumoto avait écrit des nouvelles. Voilà. Il s'était dit, peut-être inspiré à nouveau par les nouvelles de Catherine Lucille Moore qu'il avait illustrées quelques années auparavant, il a envie d'écrire des nouvelles de science-fiction, et donc il va écrire les aventures de Aldart, le guerrier vagabond de l'espace, dont il est à peu près clair que c'est en fait Harlock, et on ne sait pas trop pourquoi Matsumoto s'est senti obligé de lui donner un autre nom, possiblement parce que c'était pas chez le même éditeur et que du coup voilà, c'était compliqué de publier des nouvelles en l'appelant Harlock. En tout cas voilà, c'est Aldart, le guerrier vagabond de l'espace. Son meilleur ami s'appelle Tochiro, et ils sont vite rejoints par une comparse qui s'appelle Messela. Et quand en 83 ces nouvelles seront rééditées sous un nouveau titre, Gun Frontier 2, c'est un peu perturbant parce que ça n'a pas vraiment de rapport, enfin déjà c'est de la science-fiction et tout, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec Gun Frontier. Mais dans cette réédition, les personnages sont renommés Harlock, Tochiro et Shinunora, et pas Emeraldas. Donc voilà, probablement pour aller encore plus sur le côté Gun Frontier. Dans ces nouvelles, Aldart, alias Harlock, est un pilote de vaisseau. La Terre a été envahie par des aliens qui s'appellent les DB, qui sont des aliens à peau rose. Ces aliens voilà, occupent la Terre. Harlock transporte des réfugiés dans son vaisseau, mais il est obligé d'atterrir, enfin il est forcé d'atterrir. Il rencontre Tochiro qui est en train de se faire humilier par des soldats ennemis, et puis il sympathise, et il se trouve que Tochiro est en train de construire un nouveau vaisseau super performant qui s'appelle le Death Shadow. Et il rencontre Messela, qui est aussi une femme révoltée contre l'occupant, et voilà, et tous les trois ils partent à l'aventure. La Toei trouve ça et fait c'est super, c'est ça qu'on va raconter dans le film. Les débuts, entre guillemets, comment Harlock rencontre Tochiro et comment il devient pirate de l'espace. Et il y a plein de scènes du film qui sont repris directement de ces nouvelles, notamment voilà, le Harlock qui a un vaisseau de réfugiés et tout ça. Bon, dans le film, il commence avec le Death Shadow, et puis après, le super vaisseau de Tochiro, c'est l'Arcadia, bien sûr. Voilà, donc il y a quand même des petites différences, mais c'est très très clair que la base du film, c'est ces nouvelles. Inédites en français, bien sûr. Il y a un changement que la Toei va faire, c'est que les DB à la peau rose des nouvelles vont être remplacés par des nouveaux antagonistes, les Illumidas, qui jouent exactement le même rôle dans l'histoire, mais qui ont la peau verte. Pourquoi? On n'en est pas totalement sûr, mais ils ressemblent quand même beaucoup, beaucoup aux antagonistes du film Saraba Uchu Senkan Yamato, qui, encore une fois, avait cartonné au cinéma, a beaucoup marqué les spectateurs japonais. Ces antagonistes, l'Empire de la Comète Blanche, sont considérés comme les ennemis les plus marquants du Yamato. Enfin, voilà. Donc, très probablement, la Toei a voulu rappeler ces ennemis un peu marquants en créant les Illumidas, qui sont quand même un petit peu copiés-collés
de l'Empire de la Comète Blanche. Comme ils ont une base du coup pour le film, mais c'est pas suffisant encore. Ils ont besoin d'aller piocher ailleurs pour étoffer un peu l'histoire. Et comme on l'a vu, il y a déjà des personnages nommés Harlock qui sont apparus dans différents récits de Matsumoto. Et notamment dans ce qu'on appelle les Battlefield manga. Les Battlefield manga, c'est plus de 150 récits de guerre dessinés entre 67 et 99. Et il y a des récits indépendants également, mais globalement, il y a 3 grandes collections. The Cockpit, donc c'est les récits dessinés entre 69 et 77. Hard Metal, c'est les récits dessinés entre 84 et 90. Et Case Hard, c'est entre 93 et 94. La plus connue des 3, c'est bien sûr The Cockpit. Et d'ailleurs, souvent, les gens font le raccourci en disant The Cockpit pour l'ensemble des Battlefield manga, alors qu'en fait, ce n'est qu'une partie des Battlefield manga. Et dans les Battlefield manga, il y a 2 récits en particulier où apparaissent Phantom F. Harlock et son fils, Phantom F. Harlock, deuxième du nom, qui donne à penser qu'il y a une lignée des Harlock, en fait. Et que peut-être cette lignée peut nous amener jusqu'au Harlock du futur, le futur pirate de l'espace. Donc ces 2 récits, c'est Stanley no Majo, la sorcière de Stanley, et Waga Seishun no Arcadia, l'Arcadia de ma jeunesse, alors qui a d'abord été publié sous le nom... que je ne me trompe pas, je ne sais plus ce que c'est en japonais, mais c'est en gros l'éternel Arcadia, avant d'être renommé Waga Seishun no Arcadia. Dans Stanley no Majo, c'est un récit, un manga dessiné et publié en 73, on retrouve donc Phantom F. Harlock. Il paraîtrait que le F voudrait dire future. En tout cas, c'est une explication donnée par Matsumoto dans une interview. Et donc Phantom F. Harlock, c'est un pilote de biplan. Son biplan s'appelle Arcadia déjà. Et il cherche à traverser, on se doute qu'on est plus ou moins à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et avec son biplan, il cherche à traverser une chaîne de montagnes, la chaîne montagne Owen Stanley, qui se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est une traversée extrêmement dangereuse, à tel point qu'on surnomme la montagne la sorcière de Stanley. Et donc on a le récit de ce pilote de biplan qui parvient à grand-peine à effectuer cette traversée parce qu'il arrive à alléger son avion en larguant son carburant, donc c'est une espèce de tout ou rien, et ça lui donne juste assez pour franchir la montagne et écrire un livre qui raconte son aventure. Et dans Stanley no Majo, puisque c'est un Battlefield manga, ce livre écrit par Phantom F. Harlock est lu pendant la Seconde Guerre mondiale par un pilote japonais qui doit faire passer son bombardier par la même route et qui n'arrivera à franchir cette montagne que grâce au sacrifice du reste de son équipage, puisqu'ils vont tous sauter de l'avion pour l'alléger, lui permettant de traverser la montagne. C'est assez tragique. Et si vous avez vu le film Waga Seishun no Arcadia, vous pouvez juger de la manière dont ce pendant contemporain, on va dire, de l'histoire a été intégré dans le film. Mais voilà, en tout cas, c'est un premier Harlock qui est donc présenté dès le début du film comme étant un ancêtre lointain d'Albator. Puis on a un deuxième récit, Waga Seishun no Arcadia, dessiné en 76, où on trouve Phantom F. Harlock, deuxième du nom. Et ce qui est rare dans les Battlefield manga, il y a clairement une référence à la sorcière de Stanley, puisque ce Phantom F. Harlock 2 dit clairement, ah oui, bah en fait c'est mon père, ce pilote c'était mon père et c'est lui qui a écrit ce livre. Il rencontre un ingénieur japonais qui n'est pas Toshiro dans le manga, qui est un certain Daiba, donc aussi un nom qu'on retrouve chez beaucoup de personnages de Matsumoto. Et ensemble, ils décident de déserter parce que ils trouvent que la guerre c'est mal et ils veulent plutôt l'un construire des fusées pour aller dans l'espace et l'autre retourner sur la terre de ses ancêtres. Voilà, et du coup, ils partent ensemble en avion pour essayer d'atteindre la Suisse. Et dans le manga, Daiba arrive à passer la frontière suisse grâce au sacrifice de Harlock qui reste en arrière et qui est rattrapé par la résistance française qui lui crève les yeux. Et donc on a ensuite, pareil, une partie un peu plus tard, dans les années 70, où Harlock est vieux, dans
dans une sorte de maison de retraite, et le fils de Daiba vient le voir et lui rend le viseur de son avion, parce que voilà, symboliquement, il vient lui rendre ses yeux. Ça aussi, ça a été intégré d'une manière un peu maladroite dans le film d'animation, mais là encore, je vous laisse seul juge. Si vous avez l'occasion de voir ce film, ce qui est toujours, ce que je vous recommande. Voilà. Quand je disais qu'ils vont piocher un peu partout dans l'œuvre de Matsumoto, par exemple, il y a tout un moment dans le film où l'Arcadia doit traverser les 7 couloirs de feu d'une étoile binaire, l'étoile, comment elle s'appelle déjà, Vesvares, je crois. Et en fait, toute cette histoire avec cette étoile binaire, ça vient en fait, du manga Queen Emeraldas. Voilà, où dans le manga Queen Emeraldas, il y a plusieurs chapitres qui sont dédiés à cette étoile, et à quel point c'est dangereux de traverser à cause justement des courants de feu qui séparent les deux cœurs de l'étoile. Et dans le film Ogaseishun no Arcadia, quand Emeraldas arrive, d'ailleurs, son vaisseau a été endommagé parce qu'elle vient d'effectuer cette traversée. Donc on peut éventuellement imaginer qu'on est juste après le manga, peut-être, avec Matsumoto, c'est jamais très sûr. Le nom Wagaseishun no Arcadia est aussi une référence, l'Arcadia de ma jeunesse, à un film français, un film de Julien Duvivier, que Matsumoto adore, et qui s'appelle Marianne de ma jeunesse. Film de 1955. Très beau film, très poétique. Il repasse de temps en temps à la télévision. Si vous avez l'occasion, vous pouvez le regarder. Et ce film est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Douloureuse Arcadie, un roman de Peter de Mendelssohn. Donc c'est de là que vient en fait tout simplement le nom Arcadia pour les différents vaisseaux d'Albator. Et donc voilà. Et d'ailleurs dans le film Wagaseishun no Arcadia, il y a toute une référence qui est faite à Marianne de ma jeunesse, une sorte d'hommage visuel, puisque Marianne de ma jeunesse s'ouvre sur ce plan, un travelling avec en fond le château qui est dans le récit le château d'Heiligenstadt, région, voilà, château fictionnel. En vrai, c'est le château de Hohenschwangau en Allemagne. Et dans Wagaseishun no Arcadia, à un moment donné, Phantom F. Harlock 2, donc le pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, justement se rappelle de la terre de ses ancêtres et qui est clairement nommée Heiligenstadt, donc la région de Marianne de ma jeunesse. Et à ce moment-là, le film fait exactement le même travelling avec un château qui n'est pas tout à fait celui de Marianne de ma jeunesse, mais qui est quand même très clairement inspiré, avec les arbres au premier plan, tout ça. Donc c'est vraiment, on a un hommage très très appuyé au film de Julien Duvivier. Il faut savoir que Matsumoto, lui, avait des plans pour la suite de ce film. Il voulait faire une série derrière. Ça a eu lieu, mais pas comme lui l'aurait voulu. On a l'opportunité de voir le pilote qui avait été réalisé, qui correspond à la vision qu'avait Matsumoto pour ce film, pour cette série, pardon. Donc, pilote qui s'appelle Kaizoku Kikan Arcadia, donc Arcadia, le vaisseau pirate. Et qui donne quand même à voir quelque chose d'assez différent de la série Albator 84, Mugen Kido SSX, qui beaucoup plus poétique, avec des antagonistes beaucoup plus proches des sylvidres de la série d'origine, les Mazones en japonais, une ambiance très western, des choses très qui vont beaucoup plus dans la space fantasy, là où la série Mugen Kido SSX c'est beaucoup plus resté sur les îles Humidas et une ambiance un peu plus à la Yamato, par rapport à ce que Matsumoto lui avait envie de faire. Donc voilà, chacun jugera si c'est peut-être la raison pour laquelle la série n'a pas aussi bien marché que l'original. Moi j'aime beaucoup 84, Albator 84, que je trouve une série très belle sur le plan technique, mais qui clairement il lui manque la poésie qu'avait la série de 78. Donc voilà. Après, est-ce que c'était encore dans l'air du temps à ce moment-là? Peut-être pas. Une question qui revient, question récurrente, et on est tous, je pense, quand on découvre l'œuvre de Matsumoto, on a tous ce réflexe de se dire, mais du coup, Wagaseishun no Arcadia et Mugen Kido SSX, donc Albator 84, disons, en fait, c'est la préquelle de 78 parce que ça raconte la jeunesse d'Albator. Alors, ceux qui ont vu Albator 78 savent que déjà,
c'est pas possible techniquement, puisque il y a 2 épisodes dans Albator 78 qui racontent la rencontre d'Harlock et Toshiro, et la construction de l'Arcadia et tout ça, et ça n'a rien à voir avec ce qui est raconté dans Albator 84. Donc déjà, de base, c'est compliqué. Et puis Matsumoto, il a un concept récurrent dans toute son œuvre, c'est le Toki no wa, donc la boucle du temps, avec cette idée que finalement, les personnages, sans cesse, ces personnages qui sont quasiment des archétypes, vont revivre des événements similaires mais différents, mais qu'il n'y a pas vraiment de lien chronologique entre ces différentes séries. C'est une préquelle d'une certaine manière, dans le sens où effectivement c'est un Harlock à un stade plus jeune de sa vie, mais ce n'est pas chronologiquement lié à la série de 78. Donc voilà, il faut juste accepter le fait que chaque œuvre de Matsumoto doit être prise indépendamment. En fait, il n'y a pas de lien entre elles. Et de la même manière, les films de Galaxy Express sont une autre version de l'histoire par rapport à la série animée Galaxy Express, qui est une autre version de l'histoire par rapport au manga Galaxy Express. Et si on commence à vouloir essayer de les faire coïncider les unes avec les autres, ça ne marchera jamais. Je peux vous le dire, ça fait 20 ans que je pose la question. Non, chaque œuvre est indépendante et c'est une boucle différente sur cette espèce de récurrence éternelle de l'histoire, de l'espace, du temps. D'ailleurs, dans le manga le plus récent, qui était dessiné par Shimaboshi Koichi, Capitaine Albator Dimension Voyage, je ne sais pas à quel point ce point de scénario vient de Matsumoto lui-même, mais il y a quand même un peu le sentiment qu'il y a un petit troll, on va dire, adressé à ceux qui veulent à tout prix une chronologie, puisqu'il y a un moment donné où Harlock rencontre Toshiro et admet que les événements de Albator 84 se sont passés avant la bataille contre les Sylvidres, mais 1000 ans avant. Donc voilà, chacun peut interpréter ça comme il veut. En tout cas, il y a un petit côté, oui, non, mais en fait, tous ces événements se sont produits, mais tellement éloignés les uns des autres dans le temps que ça peut pas être les mêmes personnages. Et en même temps, c'est quand même les mêmes personnages. Donc voilà, les 999 vies d'Albator, on pourrait même dire les vies infinies d'Albator, puisque bon, malheureusement maintenant Matsumoto n'est plus parmi nous, donc qui sait si le personnage connaîtra d'autres adaptations, d'autres séries, d'autres films. J'espère que le personnage ne mourra pas avec lui, parce que bien sûr je suis un fan d'Albator. Mais en tout cas, voilà, il faut bien se dire que chaque version d'Albator se tient toute seule, et c'est juste une infinité d'itérations autour du même personnage, et qui a donc voilà, une infinité d'incarnations. Pour finir, juste voilà, vous allez être les premiers quasiment au monde, en tout cas en France, à voir cette image, mais c'est la couverture du livre que j'ai écrit en hommage à Leiji Matsumoto. Alors c'était censé être un hommage, j'ai commencé à l'écrire l'année dernière, c'était censé être l'hommage pour ses 70 ans de carrière, puisque voilà, 53 2023. Et puis bon, bah, malheureusement ça devient un hommage posthume, mais voilà, un livre aux éditions Inis, hommage à Leiji Matsumoto par-delà la boucle du temps, qui sortira début juillet. Et vous pouvez voir donc la couverture qui est signée Alex Alice, dessinateur de bande dessinée qui a fait Le Château des Étoiles, Siegfried, un auteur qui finalement a pas mal d'atomes crochus avec Matsumoto et ses thèmes de prédilection. Et qui avait réalisé cette illustration il y a quelques années déjà, et nous a très très gentiment autorisé à l'utiliser comme couverture du livre, et personnellement je trouve qu'elle claque vraiment bien. Voilà, c'est tout pour cette conférence. Et du coup, il nous reste une grosse vingtaine de minutes si vous avez des questions. Et je me rends compte d'ailleurs que dans la conférence, je ne parle pas du tout de l'anneau des Nibelungen. Peut-être que comme ça, je réponds d'avance à une question, mais qui est un autre gros morceau. Mais voilà, c'est un sujet à part entière. Il faudrait 1 heure de plus pour en parler. Merci beaucoup en tout cas pour la conférence. Ça fait plaisir de voir l'hommage réalisé, donc de voir le livre et
d'être quelque part rassuré qu'il y a un après donc Matsumoto. Ma question, c'était par rapport à ce que vous avez dit à la fin, justement, sur le fait que le personnage vivrait après Matsumoto. Ces dernières années, si je ne me trompe pas, il y a eu une bande dessinée française qui reprend le personnage d'Albator. Est-ce que dans votre travail, vous savez, c'est quelque chose qui va être poursuivi? Qu'est-ce que ça devient? Parce que bon, c'est une œuvre à part, évidemment, comme le Matsuverse, mais est-ce que Ben, il y a eu effectivement deux projets. Au Japon, il y a eu Capitaine Albator Dimension Voyage, qui est dessiné par un jeune mangaka, Koichi Shimaboshi, où là Matsumoto était très impliqué. Moi, je ne pense pas qu'il ait directement écrit le scénario, mais en tout cas, il a validé les planches. J'ai eu la chance de rencontrer Matsumoto chez lui, c'était en 2016, et en fait, je sais que c'est pas des blagues de dire que Matsumoto validait les planches, parce que il avait justement les planches qu'il était en train d'annoter, donc voilà, il faisait vraiment des retours assez pointus sur ce que faisait Shimaboshi. Euh, et donc voilà, donc il y avait ce projet-là. Je pense que voilà, dans ces dernières années, Matsumoto lui avait, déjà on sentait bien que il pouvait plus dessiner vraiment de manga fleuve. Quelques pages, c'est vraiment ce qu'il arrivait encore à faire, mais au-delà, malgré toutes ses envies et toutes ses déclarations de dire si la suite je vais la dessiner moi-même, tout ça, je pense que c'était plus pour l'honneur qu'autre chose. Euh, donc voilà, sur ce manga, il avait confié à un jeune dessinateur toute la partie graphique. Et effectivement, il y a eu le projet chez Kana de Jérôme Alquier, où là, là aussi, on sait que Matsumoto l'a pris avec beaucoup de bienveillance et a fait plein de retours dessus, et était très heureux de voir qu'un Français dessinait son personnage. Euh, voilà. Après, maintenant, c'est entre les mains, entre guillemets, de ses ayants droit, notamment sa fille, Makiko, qui est à la tête de la Leijisha. La Leijisha, c'est donc la société que Matsumoto avait fondée dans les années 70 pour gérer, on va dire, son œuvre. Et donc déjà, ça faisait quelques mois qu'on savait que c'était sa fille qui avait repris les rênes un peu du business familial. À l'heure actuelle, pour ce que j'en sais, tous les droits en fait sont gelés. euh, dans le- Parce que déjà Matsumoto est décédé, donc il y a plein de choses à voir. Et puis voilà, Makiko Matsumoto était vraiment en train d'assainir, on va dire, la paperasse, voir les contrats existants déjà à droite, à gauche, vérifier que tout est d'équerre, avant de commencer à signer des nouveaux projets. Donc tant que cette phase-là ne sera pas terminée, je pense qu'on ne verra rien de plus. Mais voilà, qui sait. Merci. J'espère en tout cas. Merci beaucoup. Merci, je me présente Kim Thomas. J'ai été très impressionné par votre conférence et mon propos, c'est en fait vous dites qu'il y a peut-être une continuité qui va se faire après cette œuvre. Mais il me semble qu'il y a eu des œuvres antécédentes, peut-être pas sous forme de science-fiction. Mais je pense que Jules Verne, il serait quand même fier. 20 milieux sous les mers, et là on le retrouve dans ce terme. Il y a également aussi Moby Dick, quelque part. Il y a peut-être comment dirais-je, des écrits un peu plus bibliques, comme l'Arche de Noé, la baleine de Jonas, et peut-être même avant la Bible, Ulysse. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait une question au bout de Mais oui, Matsumoto, de toute façon, on sait que c'était un très grand lecteur. Il a réalisé à un moment donné un très court récit autour du capitaine Nemo, qui fait que quelques pages. Qui avait été publié en bonus si je ne me trompe pas, l'édition japonaise du film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et donc, en bonus du DVD, il y avait le capitaine Nemo vu par Matsumoto, et donc qui était un capitaine Nemo de l'espace à bord d'un vaisseau spatial qui ressemblait à une baleine géante. Donc voilà, comme vous dites, c'est des inspirations qu'on retrouve chez Matsumoto. Il était un grand fan de H.G. Wells également, et de pas mal d'auteurs. Euh, donc oui, clairement, c'est tout un tas d'influences qu'on retrouve chez Matsumoto qui l'ont nourri et qu'il a interprété à sa manière, tout
tout au long de son œuvre. On va pouvoir terminer sur ça. Bon. Et à nouveau, merci à toutes et à tous d'être restés aussi tard un dimanche soir pour cette conférence. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que, comme je disais en introduction, que comme moi, vous croiserez les doigts pour que des éditeurs français nous permettent de découvrir d'autres œuvres de Matsumoto. Il y a des choses... personnellement, une que j'adorerais voir en manga traduit, c'est Queen Millenia, qui est pour moi un de ses plus beaux mangas et qui... voilà. Ça m'attriste qu'il ne soit toujours pas disponible en français. Un jour peut-être. Voilà.